Aux antipodes de notre planète, les régions polaires semblent préserver les impacts des activités humaines. Sur ces terres hostiles, des animaux vivent comme au premier matin du monde. Aujourd'hui, cette faune unique est menacée par le changement climatique. Pourtant, de nombreuses espèces sont en passe de révéler leur richesse et leur diversité. D'autres restent même à découvrir. Témoigner de ce monde, sur et sous les glaces, c'est l'objectif d'une expédition naturaliste en Antarctique. L'Astrolabe fait route vers l'Antarctique, le continent blanc. À son bord, il y a certes des scientifiques de l'Institut polaire français, mais cette année, il y a aussi 2 photographes spécialistes du monde sauvage. Ils n'ont qu'une seule obsession, apporter un regard esthétique sur l'Antarctique, marcher et même plonger sur les traces de l'empereur. Laurent Balesta est un spécialiste de l'océan. Pour la première fois, ce biologiste de formation veut explorer une marée incognita sous ce désert de glace. Et révéler la partie invisible de l'Antarctique est un défi que personne n'a jamais relevé. Vincent Munier est un spécialiste de la glace. Passionné de grands espaces, il sait débusquer les plus farouches créatures dans leurs repères. Dans ce décor de banquises et d'icebergs, il part en quête du seigneur des lieux, le manchot empereur. Aucune nation ne peut s'approprier la moindre parcelle de cette terre extrême. En 1959, 12 États en ont fait une réserve dédiée à la paix et à la science. Depuis cette date, ce sont 53 pays qui ont ratifié ce traité de l'Antarctique. Ah, regarde ça, c'est superbe. Nous, on arrive un peu violemment, là. Attention. Ça y est. Purée. J'ai jamais eu cette sensation d'être aussi loin de chez moi. Toi, t'es à domicile, là, c'est ça? Ah non, 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 franchement, l'Antarctique, non, pour moi, c'est vraiment une première. C'est la première fois que je vois le continent antarctique. Ouais, ouais. 2 mois, mais ça va passer vite, hein. Je peux dire que c'est un peu un compte à rebours qui commence aujourd'hui, hein. Pendant 45 jours, les photographes assisteront aux phases d'évolution des manchots juvéniles, du nourrissage à leur premier bain de mer. L'enjeu peut-il être tenu? Tout dépendra de l'état de la banquise et de sa débâcle. L'Astrolabe est bloqué par cette glace de mer. Laurent et Vincent franchiront les 10 derniers kilomètres par la voie des airs. Ils se dirigent vers la base française de Dumont-d'Urville, située sur l'archipel de Pointe Géologie, en terre Adélie. T'as vu ça? Incroyable. Les photographes partagent le rocher avec une colonie de manchots Adélie, une espèce plus petite et plus commune que le manchot empereur. Ce qui apparaît comme une dispute est en réalité le rituel des conquêtes amoureuses. Les plongeurs déballent leurs 3 tonnes de matériel. Pour Vincent Munier, tout tient dans un traîneau. Ouais, donc je pars du dortoir été vers le Nunatak. Ok, reçu.
L'aventure est en marche, sur et bientôt sous la glace. Dans un premier temps, après 11 jours de bateau, Vincent aspire à la solitude. S'aérer, faire connaissance tranquillement et prendre la température. Dans cette immensité immaculée, le photographe se mue en découvreur de terre vierge. Rien ne saurait l'arrêter, surtout à l'heure de sa première rencontre avec le seigneur des lieux, le Manchot empereur. La colonie compte près de 7000 individus répartis sur plusieurs kilomètres de banquise. Figure emblématique de l'Antarctique, ces oiseaux sont les seuls à se reproduire au cœur de l'hiver austral. À l'âge adulte, les plus grands d'entre eux peuvent atteindre 1,20 m de haut. On arrive vraiment dans un autre monde. Et c'est juste complètement incroyable d'être si proche des animaux. Moi qui passe la plupart de mon temps à tenter de me cacher, à essayer d'être à l'affût, bien camouflé, à être complètement mimétique. Et puis là, il suffit finalement d'un peu de temps et on peut être très 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 près d'eux. Et c'est même eux qui viennent à nous finalement. C'est grâce à l'empreinte vocale du poussin que l'adulte reconnaît son petit qui n'a que 3 mois. Les juvéniles n'ont pas encore troqué leur duvet gris contre un plumage étanche. Dès qu'il y a contact, le poisson contenu dans l'estomac de l'adulte est régurgité pour le poussin. Il est difficile d'imaginer que sous leurs pattes, c'est l'océan. En perpétuel mouvement, la banquise est imprévisible et sujette aux variations météorologiques. Et dans quelques jours ou quelques semaines, cette glace de mer aura débâclé. Laurent Balestin n'est pas seul pour pouvoir réaliser ses plongées. Sa logistique est pesante. Et l'eau libre est à plusieurs kilomètres de la base. Plus on s'en approche, plus le risque de passer à travers la glace avec le véhicule augmente. Et bien que cette équipe soit rompue aux expéditions extrêmes, la moindre erreur peut compromettre leur exploration sous-marine. D'autant qu'elle s'annonce périlleuse. Alors, d'une manière générale, surveille bien les craques, hein, parce qu'il y en a qui sont pas loin. Ok, d'accord, très bien, message reçu, on surveille. Normalement, on se met à l'eau dans une demi-heure, le vent devrait faiblir. On ouvre l'œil et on est réactif au cas où on voit que ça commence à bouger. Le réel danger est de se retrouver détaché de la banquise et de partir à la dérive sur le glaçon flottant. De toutes parts, il y a des fractures. Sur la neige. Pour accomplir des plongées aussi engagées, Laurent est entouré d'une équipe de plongeurs aguerris. Il y a Thibaut et Cédric aux éclairages, Yannick, le caméraman, et Emmanuel, le médecin de l'expédition qui veille à leur santé à chaque instant. Pour peur que ça se débranche. Le chauffage marche bien parce que sinon... Avec une combinaison de 12 mm d'épaisseur qui permet de rester sec à l'intérieur, la durée raisonnable de plongée est de 45 minutes dans une eau à -1,8 degré. Au-delà, il y a risque d'hypothermie. Grâce au chauffage intégré à leur combinaison, ils espèrent rester plus de 3 heures sous l'eau. Cette durée rallongée est la clé pour descendre profond, explorer, puis remonter avec suffisamment de paliers de décompression.
Nous sommes protégés du froid au détriment de notre mobilité. Tellement blindés contre le froid qu'on n'arrive plus à bouger. J'ai l'impression d'être un plongeur débutant à nouveau. Et j'ai un mal fou à simplement m'équilibrer. Faut bien comprendre que dans les premiers mètres, la glace pose énormément de problèmes à la vie marine. Alors la vie reste discrète, peu abondante, peu variée. D'abord, il y a les changements de salinité, quand la glace se forme ou quand la glace fond. Ça, c'est un poison pour les animaux marins. Et puis, il y a les frottements de la glace, tout simplement. Ça peut tout détruire, en fait. Seules les espèces les plus robustes et surtout les plus mobiles peuvent échapper à cet étau mortel et parvenir à survivre ici. Et déjà les premières surprises, et les premières questions aussi. Ce minuscule crustacé, c'est un parasite de la méduse ou simplement son passager? Cette méduse, je crois surtout que c'est comme un symbole de ce qui nous attend plus bas. Des univers à différentes échelles, imbriqués les uns dans les autres. Je n'osais même pas espérer les voir, tant leur existence est éphémère. Et pourtant ils sont bien là, devant nous, les fameux doigts de glace. Ces stalactites sont des cheminées à l'envers. Elles crachent de l'eau très froide et très salée qui a été piégée lorsque la banquise s'est formée. Quand cette eau très froide est expulsée, elle congèle instantanément tout ce qui est autour d'elle. Ainsi grandissent les doigts de glace. Plusieurs mètres de longueur en quelques heures seulement. Et pour disparaître le jour suivant. C'est là. On a trouvé les doigts de glace. Oh punaise. Les doigts de glace, on les a trouvés. C'est extraordinaire. T'as vu comme ça fumait? Ah ouais. Ah là là. Pendant une demi-heure, j'avais plus froid. Le froid est redoutable pour les hommes comme pour les équipements. Cette première plongée a révélé de vrais problèmes matériels qu'il faudra résoudre pour s'engager plus loin, plus profond. Si la banquise reste stable, ils reviendront explorer cette eau libre qui est le résultat d'un phénomène bien étrange. C'est une polynie, c'est-à-dire un endroit où même en hiver, l'eau ne gèle pas. Une petite mer intérieure. Cette singularité est due à la présence de vents très forts canalisés par des couloirs venant du continent antarctique. La glace est systématiquement déstructurée. Elle n'a pas le temps de se souder pour former une banquise épaisse et solide. Elle est donc refoulée vers le large. Cet accès à l'eau libre est directement connecté à l'océan par les profondeurs. Et c'est une aubaine pour les oiseaux nichant dans la région qui trouvent là une source vitale de nourriture. Les manchots empereurs l'ont bien compris eux aussi. Ces oiseaux géants doivent leur survie à l'accès direct à cette polynie. C'est elle qui leur permet d'aller se gaver de poissons et de les rapporter à leurs poussins. Tout le stress des empereurs est là, car des phénomènes nouveaux liés au réchauffement climatique peuvent venir fermer en grande partie cette petite mer intérieure. Il en va de la survie des petits. Ces derniers devront être sevrés avant la débâcle qui s'annonce bientôt. Je suis admiratif devant tant d'aisance.
peut-être même jaloux. Moi qui suis si mal à l'aise avec cette combinaison trop épaisse et ce lourd matériel. Sous la surface, ils sont la virtuosité incarnée. C'est formidable. Quand je pense qu'ils sont capables de plonger jusqu'à 500 mètres et de rester en apnée 30 minutes dans cette eau glacée. Moi, ça me fait rêver. Chez eux, tout est conçu pour la nage. Leurs ailes, devenues des nageoires. Leur profil parfait en forme de torpille. Et puis leurs pattes et leur queue qui leur servent de gouvernail. Les traînées de bulles qui larguent quand ils volent sous l'eau, c'est de l'air emprisonné à la base de leurs minuscules plumes. Et cette petite pellicule d'air crée un isolant, bien sûr, mais surtout ça crée aussi une couche lubrifiante qui leur permet des accélérations fulgurantes. Et c'est bien pratique, j'imagine, pour échapper aux prédateurs. Pour Laurent et son équipe, les plongées s'enchaînent. Mais ils ne sont pas encore prêts à affronter les grandes profondeurs. Ouais, c'est bon. Oh putain. J'ai l'impression qu'on a passé la journée dans l'eau. J'arrive à évaluer un peu la difficulté. Et pourtant, je t'envie, hein. Je crève d'envie d'y être, mais là, quand je vois dans quel état tu sors, moyen. Le lieu est stratégique pour les deux photographes. Ici, finissent et commencent les longues marches du Manchot empereur dans un perpétuel va-et-vient vers la colonie. Ces adultes reviennent d'une longue pêche en eau libre. Ils ont pu nager entre 200 et 1000 km pour trouver suffisamment de poissons qu'ils gardent soigneusement dans leur estomac sans les digérer. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Cette année, ils doivent marcher 10 km sur la glace pour retrouver leurs poussins. D'autres années, il est arrivé qu'il leur faille marcher plus de 80 km. La Polynie ne s'est pas ouverte. Quel triste paradoxe. La Terre se réchauffe et c'est un excès de glace qui cause la perte du Manchot empereur. Le taux de mortalité d'ordinaire de 50% a bondi jusqu'à 95%. Pour comprendre le phénomène, il faut accompagner les scientifiques sur cet énorme glacier qui s'étire depuis le continent antarctique vers la colonie de Manchot. Magique, magique. Ce mastodonte de glace est placé sous haute surveillance. Les chercheurs étudient son épaisseur et la vitesse de son écoulement vers la mer grâce à une série de capteurs. Donc là, ça va te permettre de voir un petit peu la dérive du glacier. Bah là, en fait, on a la mesure au jour le jour. Jour le jour, depuis ton... Et après, on peut voir si c'est un déplacement régulier, s'il est par à-coup. Okay. Et puis, on a une idée de la vitesse annuelle. Là, d'à peu près 400 mètres par an. On a vu qu'en l'espace d'une dizaine d'années, les vitesses ont été multipliées par 2. Ici, comme partout en Antarctique, les glaciers du continent, qui représentent la plus grande réserve d'eau douce de la planète, se déplacent sous forme de gigantesques fleuves de glace, invisibles à l'œil nu. Semblables à des robinets, ces fleuves évacuent la glace vers la mer sous forme d'iceberg. Mais sous l'effet du réchauffement climatique, les glaciers accélèrent leur course vers l'océan et ils libèrent chaque année des millions de mètres cubes d'eau douce supplémentaires. Or, cette eau douce gèle plus facilement que l'eau salée. Conséquence,
elle entraîne la formation d'une banquise plus épaisse et bien plus vaste. Une véritable calamité pour les manchots empereurs. Sur la banquise, Laurent veut percer cette glace plus épaisse qui emprisonne les icebergs et voir sous l'eau son écosystème peut être différent. Ah, la banquise est trop épaisse, hein. Ah, c'est plus épais que prévu, hein. Ils sont étonnés, ouais. Là, on est à plus de 2 mètres. Il y a encore 1,80 m. Allez, moi, je rentre. 2 mètres ont été percés et l'océan n'est toujours pas atteint. Il y a probablement 4 mètres d'épaisseur. Dans ces conditions, la mise à l'eau est impossible. Laurent doit chercher un iceberg emprisonné par la banquise, rendue un peu moins épaisse du fait des forces mécaniques titanesques que l'iceberg exerce sur son étreinte. « 9/10 de l'iceberg se trouve là, invisible depuis la surface. C'est tellement grand un iceberg. Comment faire pour l'observer tout entier ? À cause de la visibilité, Laurent sait qu'il ne pourra pas photographier l'iceberg dans sa globalité en un seul cliché. D'abord, c'est en réalisant un quadrillage géant de ficelles tendues qu'il arrivera à appréhender la bonne échelle. De cette manière, il parviendra à se situer dans l'espace en se déplaçant le long de ses repères. Ensuite, il réalisera plusieurs centaines de clichés qu'il assemblera numériquement. Enfin, il les ajustera pour donner la vue complète du géant de glace. Le résultat est saisissant. Même si l'iceberg est de taille modeste, tout juste 60 mètres d'envergure et 30 mètres de haut. Il s'agit de la toute première photo montrant dans son intégralité la face cachée d'un iceberg. Le calme des profondeurs contraste avec l'intense activité qui règne sur la banquise. Le va-et-vient des manchots entre la colonie et l'eau libre se fait sans difficulté. Par chance, cette année, le cycle de la glace n'est pas aussi dramatique que les précédentes. Mais la planète se réchauffe. Les glaciers fondent, la banquise s'épaissit et s'étale. Et c'est un vrai problème pour les manchots. Pire que cela, le réchauffement global va bientôt altérer le moteur principal du climat mondial. La source de ce moteur, c'est la fonte de la banquise chaque année durant l'été. Et sans banquise assez vaste, il n'y aura plus assez d'énergie pour entretenir la gigantesque pompe circulant dans les profondeurs des océans de la planète. Or, ce courant marin est le climatiseur et le régulateur de notre atmosphère. Dans les zones urbanisées de la planète, cette atmosphère est de plus en plus altérée par les activités industrielles. Et comme la qualité de l'air ambiant se dégrade chaque année un peu plus, la santé publique en subit les conséquences. C'est un cercle vicieux dont l'homme est à la fois le responsable et la victime. À l'inverse, l'isolement de l'Antarctique pourrait laisser croire que ce continent est une terre épargnée par cette pollution atmosphérique et que les populations animales ne sont pas affectées. Quand tu es face vraiment à cette pureté, à ce monde si loin finalement de nos activités humaines,
Tu te dis enfin un lieu où l'homme n'a pas mis sa griffe, où l'homme n'est pas venu exploiter, gérer. Eh ben non, quand tu es à l'écoute des scientifiques, on te dit que des analyses stomacales révèlent qu'il y a des pesticides, des polluants qui viennent de chez nous, dans ces oiseaux, dans ces manchots, dans ces phoques. Et finalement, cette bulle dans laquelle on pense être ici, n'en est pas une. L'équipe de plongeurs continue à explorer les différents aspects de la banquise avec le souci permanent de pouvoir se mettre à l'eau. Grâce aux observations de Vincent Munier sur les phoques, Laurent décide de s'inspirer des trous naturels dont se servent les mammifères marins. Il va donc profiter d'une faille entre une île et la banquise pour se faufiler sous la glace. L'immersion qui se prépare prend des allures de plongée spéléo sous cette banquise épaisse. Et sous ce plafond de glace, il ne faudra pas se perdre. Les plongeurs déroulent un fil d'Ariane, relié en surface, qui leur permettra de retrouver la sortie. On croirait entendre le gémissement répété d'un animal. Et en fait, c'est la banquise qui craque au rythme de la houle. C'est irréel. Aujourd'hui, c'est la 10e plongée. Mais les premières minutes, c'est toujours aussi difficile. Je commence même à penser que nous n'arriverons sans doute jamais à être plus à l'aise que ça, en fait. Heureusement, chaque plongée m'offre son lot d'inédits. Et honnêtement, nulle part ailleurs j'ai constaté ça. En fait, c'est bien plus riche que je ne le croyais. Alors c'est à peine si j'ose imaginer ce qui nous attend en plus profond. Ce sera forcément exceptionnel. Et tout à coup, j'entends un nouvel écho. Un écho qui vient rompre la complainte des glaces. C'est le chant d'un phoque de Weddell. Et là, quelque part autour de nous, se cache forcément un grand mâle. Et je me demande pourquoi il chante ainsi. Peut-être pour signaler sa présence à une femelle, bien plutôt pour nous prévenir que nous sommes entrés sur son territoire. Entre la sortie des premiers plongeurs et celle de Laurent, la faille pourtant bien aménagée s'est remplie de paillettes de glace. Quelques minutes supplémentaires, et la faille aurait pu être comblée, empêchant ainsi Laurent de refaire surface. Cela est dû au fait que la banquise se déplace sans cesse avec une force colossale. Cette situation rappelle à l'équipe la dangerosité de cet univers extrême. En Antarctique, la moindre erreur peut être fatale. J'ai vu les plus belles lumières de toute ma vie. Jaune, verte, orange, mais c'est un truc de fou. Hein. Là, je dis, bon, putain, je fais des panoramiques et tout, putain, beau. Alors là, du coup, t'oublies le froid, t'oublies tout. Tu as un moment donné, tu sens que tu peux plus bouger la main, mais tu continues quand même. Pourtant, quand je suis en train de faire les photos, je suis bien obsédé par la photo. Mais il y avait des fois, je tombais l'appareil photo.
C'était tellement magique la lumière. Tu avais la mer et le petit dans un décor des 1001 nuits, quoi. C'est féerique. Ah. Bon, je vais me changer. Les craquements de la banquise, vécus par Laurent sous l'eau, s'accélèrent sous l'effet du soleil de l'été austral. Cela fait 3 semaines que les 2 photographes témoignent du grand bouleversement de la débâcle. La banquise devient de plus en plus instable. L'eau libre se rapproche assez vite de la colonie de manchots empereurs, où les jeunes poussins continuent leur croissance. Ils sont nés il y a 4 mois. Il reste à peine 4 semaines pour que leur duvet devienne un plumage étanche. Et dès qu'il y a un coup de vent, t'as l'impression qu'on est dans un blizzard tellement il y a du duvet qui vole partout, c'est magnifique. T'as l'impression qu'il y en a qui deviennent fous. Ils ont du duvet un peu partout, donc ils courent dans tous les sens, ils ont envie de se l'enlever sur le bec, mais ils n'y arrivent pas. C'est assez marrant. En tout cas, ça y est, dans 2 ou 3 semaines, ils seront étanches. J'espère bien qu'on sera encore là pour leur départ. Ça va être le grand moment. Ce grand départ n'est pas un envol. Cet oiseau à plumes doit rencontrer l'océan dans lequel il va devoir nager toute sa vie. Le sol de glace va bientôt se dérober sous ses pattes. Il ne faut pas que ce soit trop tôt, ni trop tard. La tempête fige un peu tout le monde. À la base, on en profite pour s'attaquer à la préparation des plongées profondes, la plus ambitieuse des explorations pendant la mission. En cas d'accident de décompression, les premiers secours sont à des milliers de kilomètres. Alors, l'équipe a fait venir le tout premier caisson hyperbar transportable pour pouvoir y placer un plongeur qui n'aurait pas pu faire ses paliers correctement et donc potentiellement victime d'accidents vasculaires mortels. Une fois dans le caisson, on augmenterait la pression autour de lui pour faire comme s'il était resté à la bonne profondeur de palier. Sortez-le un peu en haut. C'est parce que les plongeurs vont flirter avec les limites de la physiologie humaine qu'il faut toujours craindre le pire. Dehors, la tempête fait rage. Tout le monde est bien au chaud, sauf un. Les manchots empereurs l'ont eux aussi senti venir. Ils commencent à se rapprocher les uns des autres, au cas où. À 100 km/h, le vent ne semble toujours pas perturber le quotidien des oiseaux. C'est toujours dans les moments où les éléments naturels se déchaînent que Vincent est le plus satisfait. Il est fasciné par la force et le courage de ces animaux face à ces vents d'une violence terrible. À 150 km/h, les oiseaux impassibles jusqu'alors se resserrent un peu plus encore pour se protéger et éviter de trop fortes dispersions de chaleur interne. Seule la patience peut venir à bout de cette tempête qui peut durer plusieurs jours. À 170 km/h, les manchots se resserrent encore.
Lors des grandes tempêtes d'hiver, on peut même en compter jusqu'à 14 au mètre carré. C'est un comportement unique chez les oiseaux, l'entraide pour se tenir chaud et survivre. Les manchots, adultes comme juvéniles, ont bien résisté à cette tempête qui a duré 36 heures. La violence des vents a déstabilisé la banquise et l'eau libre s'est considérablement rapprochée de la base. Mais les poussins ne sont pas encore prêts et la glace qui reste est en grande partie fragilisée. Effet positif, Laurent n'a pas besoin d'aller très loin pour tenter sa plongée profonde. Cette immersion en plongée autonome est une première par 70 mètres de fond en Antarctique. Elle est prévue pour durer plus de 3 heures. Pour espérer passer quelques minutes à cette profondeur, il y a plus de 2 heures et demie de palier obligatoire, même si le froid fait souffrir les corps. Pour Manu, le médecin de l'équipe, de longues heures d'angoisse commencent. Aucune possibilité de savoir comment ça se passe réellement sous l'eau. Sa hantise serait de voir remonter une bouée envoyée par les plongeurs avec un message de détresse. Il n'aurait alors qu'à lancer 2 grosses bouteilles au bout d'une corde et espérer qu'il puisse respirer dessus le temps d'un palier absolument nécessaire. Quel contraste avec la surface. Là-haut, un désert de glace, rude, inhospitalier, monochrome. Et ici-bas, des jardins de vie, délicats, luxuriants et colorés. C'est comme si ces jardins attendaient depuis la nuit des temps leur premier promeneur. Ils semblent immuables. Et si dans les premiers mètres sous la glace, la banquise et les icebergs détruisent tout, ici-bas, au contraire, les conditions sont plus stables. Ici, les tempêtes, le fracas des glaces ne sont qu'une lointaine rumeur. Et alors tous les épanouissements sont permis. Et ces jardins s'en donnent à cœur joie. Et tous ces organismes sont des animaux. Quand bien même sont-ils branchus, arborescents, buissonnants, ce sont des animaux, certes fixés et aux allures de plantes, mais bien des animaux qui filtrent l'eau pour se nourrir. La très grande majorité des espèces vivantes ici n'existent dans aucun autre océan du monde. Cet endémisme est principalement dû à un courant gigantesque qui tourne autour du continent de glace, le courant circumpolaire. Ce courant, dont le débit équivaut à 150 fois celui de tous les fleuves de la planète réunis, est le plus puissant du monde. Ces eaux glacées bloquent la chaleur venue du nord et empêchent toute larve aquatique d'entrer ou de sortir de son anneau. La faune et la flore de l'Antarctique sont ainsi isolées du reste du monde depuis des millions d'années. Après 2h45 passées sous l'eau, les plongeurs refont surface. C'est un véritable exploit. Cette plongée à 70 mètres est de bon augure pour les suivantes. Il faut en profiter car les conditions sont là. La glace semble s'être stabilisée et la météo est plutôt clémente.
Vincent a élu domicile parmi les manchots empereurs. Le premier signal est envoyé. Les adultes commencent à quitter la colonie, abandonnant à tout jamais leurs poussins. Bientôt, les jeunes manchots seront tiraillés par la faim et seront obligés de marcher à leur tour vers l'eau libre. Vincent ne les quitte plus. Il s'est fondu aux éléments. Il fait partie désormais du paysage. Le soleil d'été a chauffé la banquise qui continue sa dislocation. Cela tombe bien puisque les œufs des manchots Adélie donnent des signes de vie. Très vite, leurs parents auront besoin de poissons pour les gaver. La proximité de l'eau libre est donc une aubaine. Les hommes aussi sentent le départ. Après bientôt 2 mois sur place, Laurent et Vincent laisseront derrière eux cet univers de glace. Tout le monde attend maintenant le grand saut des jeunes empereurs. Dans 4 jours, il faudra quitter l'Antarctique. Et la principale plongée profonde reste encore à accomplir. Le rocher à explorer se trouve maintenant à 10 km de la base, au milieu de l'eau libre. Et comme la banquise n'existe plus, le seul moyen d'accéder au site est l'hélicoptère. Plusieurs rotations vont être nécessaires pour acheminer les centaines de kilos de matériel indispensable à cette plongée profonde. Rien que la mise en place va durer 6 heures. On est extraordinairement bien installé sur un petit champignon de glace qui lui-même se trouve en équilibre sur un piton de roche qui descend jusqu'à 200 mètres de fond. Et pourtant, on est comme à la maison. La véritable exploration polaire sous-marine est concentrée dans cette seule plongée à venir. Une plongée en très grande profondeur nécessite plus d'énergie que les hommes n'en ont. Et même pour des plongeurs en excellentes conditions physiques, c'est le mental qui fera toute la différence. Nous glissons le long de la roche. D'abord lisse, puis très vite recouverte par une épaisse forêt de grandes algues brunes, les laminaires. Plus bas, vers 50 mètres, quand la lumière commence à faiblir un peu, nous atteignons une vallée, couverte de plumes de mer, qui fleurissent à perte de vue. Et au milieu de ces plumes animales, des pétoncles, par dizaines de milliers. Ces coquillages filtreurs qui mesurent à peine 10 cm, mais qui ici en Antarctique sont âgés de près de 90 ans. Nous rencontrons plusieurs fois de grandes limaces de mer, blanches, immaculées. Et puis, inespérées, nous croisons la route d'une créature bien rare, la petite pieuvre des glaces, jamais photographiée vivante jusque-là.
Mais c'est bien à partir de 70 mètres que le spectacle prend une toute autre tournure. Les invertébrés commencent clairement à s'épanouir. Leur diversité se multiplie soudainement, et ils sont plus insolites les uns que les autres. Gorgones, anémones, éponges, de toutes les tailles, de toutes les formes. Mais aussi des crustacés, des étoiles de mer, et même des poissons. Dans aucun autre océan, je n'ai constaté cela. Plus la profondeur augmente, et plus la biodiversité semble s'enrichir. Une richesse harmonieuse, délicate, et qui vit au ralenti, dans un espace-temps qui nous échappe complètement. Je choisis toujours nos lieux de plongée en gardant à l'esprit que de longues heures de remontée nous attendent dans l'eau gelée. Alors je m'arrange pour qu'il y ait toujours la roche qui nous ramène vers la surface, pour que l'exploration continue et qu'on oublie un peu la morsure du froid. Durant toutes ces semaines, j'ai eu la sensation de ne m'être jamais arrêté. Comme si tout ce voyage, ça n'avait été qu'une seule et même plongée. La plus éprouvante de ma vie, je crois. Pour finir là, en beauté, au pied de cet îlot, qui m'a tant fait rêver depuis 2 ans. Il y a des plongées plus faciles. Ah, je suis mort. Putain. Au fond, j'avais froid à la tête, j'avais froid partout. Au fond, on a froid. Putain. C'est envoûtant, la pente. Dans la pente, là, tu t'arrêterais pas. Plus que 72 heures pour profiter de ces lieux magiques. Et tous espèrent que le grand saut des jeunes empereurs est imminent. Ça y est, ils ont compris que leurs parents ne reviendront plus et qu'ils sont désormais livrés à eux-mêmes. À leur tour, ils marchent sur la trace des adultes qui indiquent la direction vers l'eau libre. Cette année, la banquise est réduite et il n'y aura pas d'hécatombe. Ce dernier pas n'est pas facile. D'instinct, ils sentent que ce nouvel élément n'est pas sans danger. Vincent est aux premières loges et ne les lâche plus. Ce sont probablement ses dernières photos. Et les plongeurs ne veulent pas rater ce fabuleux moment. Tout le monde s'est donné rendez-vous autour de la rampe de lancement. Ce n'est plus qu'une question de minutes ou de jours. Tout le monde se tient prêt. Qu'importe les heures passées à attendre, ils savent que c'est pour ce seul instant qu'ils sont venus d'aussi loin.
enfin ils se jettent. La faim était trop forte, et ils vont vite apprendre à chasser dans l'océan. Après la marche, il y a donc la nage de l'empereur. Tous ces jeunes manchots vont vivre 5 ans dans l'océan, avant de revenir donner la vie sur la banquise qui les a vus naître. Cette saison exceptionnelle ne doit pas éclipser la réalité des déséquilibres en cours sur les 2 pôles. L'Antarctique est fragile, et de son équilibre dépend aussi le nôtre. Au cours de cette expédition d'un genre nouveau, le photographe Vincent Munier aura découvert un nouveau jardin d'Éden. Tout dans la nuance et la subtilité des blancs et des gris. Des photos pures, douces au regard, mais glacées au toucher. Et puis Laurent Balesta nous a ouvert les yeux sur un incroyable nouveau monde, contrasté, avec des paysages insoupçonnés, aussi luxuriants que dans les profondeurs tropicales, et ce, malgré la glace qui règne en surface. C'est l'équilibre subtil des éléments qui rend possible cette pérennité du vivant. Et si à l'échelle de la planète, les hommes en prennent vraiment conscience, il sera possible de préserver ces pôles comme au premier matin du monde.